Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Désobéir suffira-t-il pour sauver la planète? On en parle avec nos invités. Adèle Flo, co-réalisatrice du documentaire Désobéissant, diffusé sur Arte le 27 novembre, et la militante d'Alternativa, je vais y arriver, Pauline Boyer, qui sera avec nous aussi dans la seconde partie de l'émission à partir de 12h55. Mais d'abord, il a la quarantaine rugissante. Le musicien franco-libanais Ibrahim Malouf est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel album 40 mélodies, un album anniversaire, celui de ses 40 ans, une trompette, une guitare et puis file la mélodie. Il est notre invité jusqu'à midi et demi. Bienvenue à tous autour de votre grande table sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour. Rugissante la quarantaine? Avec ce qui est possible de faire aujourd'hui dans le contexte actuel, oui. Une trompette, ça rugit. Mais un Malouf, est-ce que ça peut aussi parfois montrer les dents? J'avoue, je ne m'attendais pas du tout à cette question en ouverture. Écoutez, en tout cas, j'espère que j'ai une personnalité qui m'offre la possibilité de m'exprimer à travers la musique et c'est ma manière de rugir. Voilà. Comment ça va en ce moment? Est-ce que vous êtes un peu en colère? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes en attente de la fin de tout ça et du début de quelque chose d'autre? Dans la seconde partie de la Grande Table, on ira voir du côté de la jeunesse de ceux qui ont eu 20 ans, 30 ans en 2020. Et vous, à 40 ans, à mi-chemin, quelles préoccupations? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager? Je sais pas. J'essaie de rester assez philosophe par rapport à ce qui se passe. Comme tout le monde, je m'adapte. On n'a pas le choix, on s'adapte en fait. Je suis pas dans la révolte. Je suis pas dans la contestation et dans le refus. Je suis pas non plus dans la docilité cynique de la nécessité de suivre un peu tout ce qu'on nous demande de faire sans réfléchir. J'essaie de trouver, de mettre le curseur au milieu, d'être dans une certaine forme d'équilibre en fait. Et c'est peut-être ce qui me permet de rester assez serein, malgré le contexte assez anxiogène. Et c'est un moment créatif, c'est-à-dire est-ce que la musique, pour vous, votre musique ou celle des autres, est un cocon, un refuge dans ces moments-là? Ça dépend. Si on parle de confinement en particulier... Oui, est-ce que vous vous confinez en musique, dans la musique? J'ai enregistré l'album des 40 mélodies pendant le premier confinement. C'est le lion. C'est le lion qui rugit. C'est pas le chat. J'ai enregistré donc pendant le premier confinement. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Il s'est concrétisé là par la force des choses, en effet. J'ai pas composé particulièrement plus que d'habitude, ni moins. J'étais une sorte de spectateur patient de ce qui se passe. Finalement, pas particulièrement créatif. Moi, j'ai tendance à créer en général quand je suis bien, quand je suis serein. Je crée pas dans la difficulté. Et les périodes de ma vie où j'ai souffert sont pas les périodes où j'ai créé, ou en tout cas pas les périodes où j'ai créé le plus. Là où j'ai le plus composé, c'est quand il y a une forme d'euphorie créative, positive. Vous avez été, après août, à Beyrouth, cette ville qui compte pour vous, comme pour d'autres franco-libanais, d'autres artistes et musiciens, dont certains ont pris la plume pour leur ville, en partie détruite par l'explosion qui a eu lieu sur le port début août, dans un livre collectif qui vient de paraître chez Fayard, Pour l'amour de Beyrouth. Est-ce que vous avez eu ce sentiment aussi que pendant un instant, un long instant, Beyrouth a vraiment été entre la vie et la mort? Ah, mais Beyrouth est entre la vie et la mort depuis qu'elle existe. C'est une ville qui a un certain nombre de fois vécu des drames terribles, que ce soit des drames géologiques, comme des drames humains et géopolitiques et religieux. Et, cette explosion, c'est la dernière en date. C'est triste à dire ça comme ça, mais c'est la dernière en date. Ce sont les dernières, parce qu'il y en avait deux d'ailleurs. La dernière quoi? La dernière épreuve? La dernière épreuve, oui. C'est ça. Le pays, Beyrouth, à l'image du pays, à l'image du Liban, c'est un
un lieu fantastique qui régulièrement est forcé à baisser l'échine, à plier les genoux et à sombrer dans une sorte de drame. Mais on a l'impression que c'est une fatalité. Et puis finalement, le peuple libanais renaît constamment. Et d'ailleurs, il y en a marre qu'on le dise. Les Libanais en ont marre qu'on dise... J'en ai marre de renaître. On en a marre qu'on dise que c'est un peuple résilient. Ils aimeraient tout simplement être et non pas survivre. Et ils aimeraient bien vivre au lieu de survivre. Voilà, moi j'étais à Beyrouth, j'étais au Liban le 4 août, j'étais en famille. Et le traumatisme de revivre cette explosion qui m'a remémoré les explosions que je vivais lorsque j'étais jeune. Et de voir ma fille de 10 ans, finalement, 30 ans plus tard, revivre exactement le même traumatisme sonore et visuel que celui que je vivais quand j'avais son âge, ça c'est démoralisant. C'est démoralisant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de faire quelque chose pour soutenir un peu le moral des Libanais. Ce quelque chose, ça a été quoi ? Ça a été un grand concert qui a été d'ailleurs suivi et soutenu par Radio France, France Télévisions et aussi, disons-le, globalement, même l'Élysée nous a suivis. Tout le monde a été extrêmement solidaire. Tous les artistes que j'ai conviés à ce grand concert ont suivi ce pas. Et l'idée, c'était à la fois de faire un concert qui rassemble des artistes français et libanais ensemble sur scène pour montrer la solidarité et la fraternité entre la France et le Liban et ce soutien que la France a depuis très longtemps au peuple libanais. Et en même temps, de lever des fonds, tout simplement, aussi pragmatique que cela puisse paraître, mais le Liban a besoin d'argent aujourd'hui. Et de lever des fonds et d'envoyer ça aux Libanais. Dans ce livre collectif, Pour l'amour de Beyrouth, un certain Amin Malouf adresse une prière au peuple libanais, au ciel. Il écrit « De notre havre millénaire devenu soudain un monument à la folie des hommes et le temple de leur colère, une prière vers le ciel ». Quand j'arrive à Beyrouth, un appétit de vie m'envahit, pas une vie banale, petite, conciliante, réaliste, mais une vie pleine, forte, folle, une vie qui dépasse ce que je suis. Elle m'emplit et déborde de partout, c'est que la mort est là. Voilà ce qu'écrit aussi Tahar Benjeloun dans ce livre, mot étonnant qui oppose, là encore, Eros et Thanatos, qui oppose la vie et la mort dans ce sentiment-là. Ça, c'est ce titre Beyrouth que vous avez composé, Ibrahim Malouf, et qui se retrouve dans cet album des 40 ans, 40 mélodies. C'est le 3e titre de l'album. Qu'est-ce qui vous l'a inspiré ? Comment vous l'avez composé ? Beyrouth, c'était un titre que j'ai composé en 93 ou 94, en me baladant dans les rues de Beyrouth. Et je découvrais Beyrouth en ruine. Je ne l'avais jamais vu en ruine. Moi, mes parents m'amenaient toujours au Liban, dans notre village. Et donc, je n'avais jamais vu Beyrouth en ruine, au-delà juste du trajet qu'on faisait en voiture pour aller de l'aéroport à mon village. Et donc, ce jour-là, j'avais vraiment envie d'aller voir. Donc, je n'ai pas fugué, mais sans prévenir mes parents, j'ai pris un taxi. Je suis allé dans les rues de Beyrouth et j'avais mon Walkman dans les oreilles. Je marchais. Et comme je le fais toujours d'ailleurs aujourd'hui, j'ai les écouteurs dans les oreilles mais éteints. Et je marche. Et en fait, en me coupant un peu du paysage sonore
je me construis une mélodie. Et donc cette mélodie-là est née à ce moment-là en me baladant. Et puis je découvrais aussi à cette époque-là le hard rock. Et donc j'avais mon Walkman avec une cassette. Et puis à un moment donné, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez qui m'a effrayé. À ce moment-là, dans ma balade, j'ai croisé... bref, sur mon chemin, j'ai croisé quelque chose qui m'avait effrayé. Et j'ai fait demi-tour, je suis reparti, j'ai appuyé sur Play de mon Walkman et il y avait du Led Zepp dans mon Walkman. Et donc j'ai mélangé un peu cette mélodie que je composais en me baladant avec l'hommage à Led Zepp. Et là, la version que j'ai enregistrée sur cet album-là, sur 40 mélodies, c'est une version qui revient à la version originale de ma composition, c'est-à-dire juste la mélodie seule, sans l'hommage à Led Zeppelin. Enregistré à Paris, en studio ? Oui. Cette version de Beyrouth, donc extrait de ce nouvel album. L'inspiration, ça va, ça vient, c'est peut-être comme une étincelle. C'est ce que disait il y a quelques années une voyageuse que vous avez connue. Elle avait passé toutes les frontières. En 2010, de Montréal où elle vivait, elle est partie pour un autre grand voyage. La chanteuse américano-mexicaine Lassa, plus connue, c'est son nom de scène, Lassa de Sela. Elle a collaboré avec vous, vous avez travaillé ensemble. Écoutez. Quand la chanson arrive, je le regarde, je vois quelle langue elle veut parler. Et c'est très simple, c'est très instinctif, je me pose pas trop la question. De toute façon, l'inspiration est une chose assez mystérieuse. On peut attendre longtemps et souhaiter faire des choses et tout d'un coup, il y a une idée, une étincelle qui fait naître une chanson. Puis on ne sait pas vraiment pourquoi à ce moment-là et pas il y a 2 semaines et pas il y a 2 mois. Et c'est la même chose. Comme je parle les 3 langues, l'étincelle arrive en une langue et ça continue comme ça. Oui, c'est aussi une affaire de langue et de langage, la musique. Réentendre Lassa parler de cette inspiration qui arrive, cette idée qui peut tout à coup, à un moment, débarquer comme une comète dans un ciel, avec ou sans nuage. Vous vivez aussi ces moments-là de la même manière, ou pour vous, il y a quelque chose de très laborieux aussi dans la création? Ah non, je pense qu'elle a raison. La création, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et qui est inné chez tout le monde. Tout le monde peut composer, tout le monde peut inventer quelque chose. Après, par contre, ce qui est laborieux, c'est le développement de cette idée pour en faire quelque chose de construit musicalement. Vous voyez, tout le monde peut imaginer un immeuble, mais il faut avoir les connaissances simplement pour le construire, ensuite pour le dessiner et que ce soit réaliste. Et donc, elle a raison, c'est quelque chose d'assez mystérieux dans la création. Moi, je suis d'accord avec elle, il y a quelque chose qui est complètement improvisé et qui sort un peu comme ça de nulle part. Et puis, ce qui va être laborieux, c'est de le développer pour en faire quelque chose. Le développement ou la traduction de cette idée, parce qu'elle revient aussi à l'idée des langues, en fait. La musique et ces 3 langues qu'elle parle, et ces 3 univers aussi qu'elle peut avoir, qui sont à la fois linguistiques et musicaux dans son imaginaire. Oui, la linguistique a ceci de musical qu'elle induit automatiquement une rythmicité. Les musiques, par exemple... qui sont inspirées de la langue française ne sont pas rythmées de la même manière que les musiques qui sont inspirées par la langue anglaise ou, si on va plus loin, par la langue allemande, le chinois, l'africain, l'espagnol. La rythmicité de la langue, c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois des compositeurs vont imaginer une chanson en anglais et le chanteur ou la chanteuse va vouloir mettre des paroles en français et ça ne marche pas puisque la rythmicité ne fonctionne pas. Donc les accents toniques, etc. Et donc la langue joue un rôle très très important pour les chanteurs. Alors moi, je ne suis pas chanteur, donc cette problématique n'existe pas chez moi. Mais vous composez pour des chanteurs? Je travaille avec des chanteurs et des chanteuses, oui. Mais disons que sur ma musique, le problème de la langue est un problème qui n'existe pas. C'est nos confrères camarades de France Musique qui ont parlé de cet album avec ces mots en évoquant la mélodie du bonheur. Et c'est vrai que, alors on le retrouve pas forcément dans ce titre Beyrouth avec lequel on a ouvert, mais on va en entendre d'autres. Il y a quelque chose de ça. C'est un album qui est aussi musicalement plutôt apaisé, un album de la sérénité, d'une sorte de confiance retrouvée. Musicalement, il n'y a pas de crise de la quarantaine. En tout cas, visiblement, ça ne se retrouve pas dans tous ces titres qui sont réunis là. Vous n'avez pas éprouvé ici le besoin de vous fondre dans un ensemble? Il n'y a pas de grande orchestration comme vous avez pu les réaliser auparavant? Oui, j'avais envie d'apaisement. J'avais envie de quelque chose de plus serein, de plus
quelque chose de constant, de rassurant. Tu sais, moi, quand ça fait des années, ça fait peut-être 20-25 ans, que j'ai une habitude, quand je vais pas très bien, quand je suis malade ou que j'ai de la fièvre ou que ou que j'ai des migraines, je fais beaucoup de migraines, que j'ai mal à la tête, aux yeux, etc. Quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est de mettre les inventions de Bach jouées par Glenn Gould. Et je les adore, ces inventions, parce qu'il a réussi à créer une sorte d'équilibre. Les notes sont toutes très équilibrées les unes par rapport aux autres. L'émotion qui en ressort est une émotion extrêmement apaisante et rassurante. Et je dis pas que ce que je fais là, c'est l'équivalent de ça. Je me permettrai pas d'aller aussi loin dans ma réflexion. Mais par contre, je vois ça comme un idéal, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de chercher avec ces mélodies. C'est-à-dire réenregistrer toutes ces histoires que j'ai racontées depuis toujours, enfin depuis 30 ans. À travers des arrangements, en effet, avec très orchestrés, des chœurs, des orchestres, des batucadas par-ci, des ensembles indiens, africains, des chœurs, etc. De revenir simplement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la mélodie, simple. C'est aussi l'amitié qui se crée dans mon métier. Et donc, François Delporte est un guitariste avec qui je joue depuis plus de 10 ans, qui est devenu un vrai ami. Un ami fidèle, et puis redonner de sa place à la trompette, parce que c'est vrai qu'à force de faire plein d'orchestrations, la trompette finit par avoir un second rôle. Et puis voilà, sur cet album, je rends à César ce qu'appartient à César, c'est-à-dire à mon père. Je redonne cet honneur de m'avoir offert cet héritage, cette trompette un peu particulière aussi. Donc voilà, les mélodies, l'amitié. Vous avez pensé la jeter trompette. à un moment ou un autre en plus. Pardon ? Que vous avez pensé jeter ou mettre dans une malle de côté cette trompette. Pas jeter, non, mais de ne plus. Oui, et ça fait quelque temps que je dis que j'ai envie de mettre un peu la trompette de côté. Et puis finalement, vous voyez, je n'y arrive pas. Et vous avez pris conscience que c'était comme se couper un bras, non ? Non, non, parce qu'un jour, je sais que je mettrai la trompette de côté, parce que c'est un fait. J'adore la trompette, j'ai appris à l'aimer, mais c'est pas avec cet instrument-là que j'ai envie de tout développer. Donc, quand je travaille sur des musiques de films ou quand je travaille sur des productions pour d'autres artistes, la trompette n'existe quasiment pas parfois. Donc, j'ai pas du tout de problème avec le fait de ne pas mettre la trompette. Au contraire, parfois, j'aime bien m'en éloigner pour mieux la retrouver. Mais c'est vrai que là, ces 3-4 dernières années, j'ai traversé une période un peu particulière, une période de remise en question un peu assez difficile. D'aucuns diraient une sorte de traversée du désert, même si j'étais très actif musicalement quand même. Et ça a remis certains je sais pas comment dire, les compteurs à zéro, une sorte de remise des pendules à l'heure. Et j'ai retrouvé une sérénité en comprenant, en assimilant quelles étaient les priorités de mon travail, de ma vie. Sweet mélodie avec parfois juste un instrument, vous le disiez, et puis une voix qui vous est chère, comme celle de Lily. Voilà la mélodie du bonheur. Quelle note donne le ton sur cet album ? Là, en l'occurrence, c'est un extrait de la Levantine Symphonie, numéro 1, que j'ai composé justement pendant cette période de traversée du désert. Une création qu'on a faite pareil avec 100 chanteurs, 100 enfants chanteurs américains au Kennedy Center, avec un orchestre incroyable, avec des musiciens que j'avais fait venir de France pour une sorte de grosse création symphonique incroyable. Et puis là, du coup, de dire, mais cette symphonie était basée sur quoi ? Elle était basée sur une mélodie, juste une mélodie, et sur l'envie de transmettre. La Levantine Symphonie, c'était un message
de paix pour toute la région du Levant et donc pour nos enfants, pour mes enfants. Donc là, Lily, par exemple, c'est donc ma fille qui m'accompagne avec beaucoup de simplicité. Hein. Elle n'est pas une grande chanteuse, mais j'avais envie que ce soit elle parce que finalement, c'est ça aussi que j'essaie de transmettre. Il a beau y avoir dans cet album des invités très prestigieux, de Marcus Miller à Sting, à d'autres, mais c'était important aussi qu'il y ait cette transmission, qu'il y ait ce lien avec la génération d'après. Et la simplicité de la mélodie. Voilà, la simplicité de la mélodie. Oui, des artistes prestigieux, Sting, Marcus Miller, Mathieu Chédid aussi. On peut peut-être écouter quelques notes de ce morceau que vous avez enregistré à deux. Ibrahim Malouf, là c'est un swing à l'oriental, non? Vous voyez cette ambiance, c'est un peu à l'image de tout l'album. C'est ce que j'ai eu envie de faire avec cet album, c'est d'accompagner les gens dans leur vie, comme ma musique m'accompagne dans la mienne. Et donc c'est un album, il y a plus de 2h30 de musique, parce que c'est un double album. Et on peut l'écouter en étant en train de lire, on peut l'écouter en faisant la vaisselle, on peut l'écouter en étant juste face à ses enceintes, en train d'écouter le détail du son, on peut l'écouter pour dormir, on peut l'écouter pour se réveiller. Il y a une sorte d'intemporalité que j'avais envie d'avoir et qui me rassure, que je trouve assez rassurante dans la vie. Ce que moi me fait du bien quand j'écoute de la musique, j'avais envie d'essayer de le toucher du doigt avec cet album en espérant que ça fasse le même effet sur les gens qui l'écoutent. Et on parlait du besoin d'épure, ou en tout cas d'un retour à l'essentiel, qui se retrouve sur cet album, 40 mélodies, c'est son titre, Ibrahim Malouf. Il y a aussi pour vous un autre rapport à l'espace qui a dû se mettre en place, en tout cas que vous avez aussi expérimenté sur scène, et notamment lors d'un concert sans public dans les arènes de Nîmes, c'était début novembre. Quelle sensation, qu'est-ce que ça fait de se retrouver là avec 3 instruments? Vous étiez combien sur la scène? On était 2. Vous étiez 2, avec justement Avec François Delporte, votre guitariste complice. C'était ça l'idée, c'est de se dire, voilà, on va pas baisser les bras, on va continuer à faire des concerts. Alors j'avais cette envie, depuis le premier confinement, de faire vous savez, ce concept des concerts unconfined, un peu l'équivalent de ce qui se faisait il y a quelques temps quand on faisait des concerts unplugged. Donc unconfined, le concept, c'était, on va dans un endroit où d'habitude les gens sont là et font la fête, et on se retrouve juste presque en acoustique, et on joue, même s'il n'y a personne, mais en pensant à tous ceux qui sont là d'habitude, et en une forme de concert de résistance, je ne sais pas comment dire. Et cette sérénité-là aussi, elle est assez bluffante, hein, quand on s'est retrouvé avec François dans les arènes de Nîmes, où on avait déjà joué devant 30 000 personnes, l'euphorie de la scène, etc. D'un seul coup, de se retrouver juste tout seul et de jouer ces morceaux, ça prenait son sens. Cet album prenait presque tout son sens. Et vous avez littéralement brisé le silence, dans tous les sens du terme, alors, en jouant à ce moment-là. Exactement. Ouais. Silence qui peut être aussi étouffant par moments, ce silence qui s'impose dans les rues des villes, dans nos intérieurs, cette envie peut-être aussi de remettre de la vie par la musique. Oui, et puis vous savez, moi je pense que les humains, on a ceci d'assez fascinant, c'est qu'on n'est jamais tout à fait content de ce qu'on a. Quand il y a du bruit, on regrette le silence. Quand il y a du silence, on regrette le bruit. Quand il y a beaucoup de monde, on dit toujours qu'on va partir vivre à la campagne pour partir et pour lâcher cette folie. Puis quand on se retrouve à la ville sans personne, on regrette que les gens ne soient pas là. Donc c'est toujours cette insatisfaction, et c'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de notre espèce, c'est qu'on essaie d'évoluer en améliorant à chaque fois, parce qu'on n'est jamais vraiment trop content de ce qu'on a. Et vous avez trouvé aujourd'hui l'endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez bien? Moi, j'ai accepté d'être un peu nomade depuis le début, depuis toujours. Mes parents nous faisaient toujours
voyagé entre le Liban et la France. Donc on a toujours été, je dis on parce que c'est moi et ma grande sœur, on a toujours vécu entre ces deux cultures constamment. Quand on nous demandait mais tu te sens français ou libanais, on disait mais les deux, pourquoi tu voudrais que je choisisse? Quand je parlais en français, on me disait ah, tiens c'est marrant, t'as un accent arabe. Quand je parlais en libanais, on me disait ah c'est marrant, t'as un accent français. Quand je suis au Liban, on me dit ah t'as vraiment une mentalité de français. Quand je suis en France, on me dit ah t'as vraiment une mentalité d'arabe. Donc en fait, j'ai toujours vécu dans cette nomadité, je sais pas si on peut le dire, ce nomadisme, et c'est ce qui d'ailleurs m'inspire dans mon travail, et j'ai accepté cet état-là avec beaucoup de, enfin je sais pas, de simplicité. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir une identité fixe, rigide, régie par des codes ou des dogmes précis. Il y a d'ailleurs un livre de mon oncle qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais adolescent, qui s'appelle Les identités meurtrières, dans lequel il explique de manière assez fabuleuse pourquoi est-ce que l'identité n'est pas quelque chose de rigide et comment ça évolue à travers le temps, et qu'il faut accepter que l'identité soit une notion qui s'enrichisse et non pas qui se divise et qui se partage. Inclassable, ce qui explique aussi la difficulté à ranger votre registre musical dans une case plus que dans une autre. On va se quitter avec quelques notes d'un titre essentiel. C'est important de le faire écouter aux auditeurs de France Culture, et vous allez nous le présenter, ce titre-là. C'est aussi celui du générique d'une émission de France Culture après 20h. Ça commence comme ça, et après une voix dit à voix nue, Ibrahim Malouf aujourd'hui. Ça pourrait être ça. Un mot de ce morceau qu'on écoute tous les jours sur France Culture. Essentiel, c'est un morceau assez particulier parce qu'il a ceci que j'aime bien, c'est qu'il s'entend de manière double. C'est un rythme qui est en 7-7-6-7, c'est-à-dire quelque chose que personne ne peut battre à part peut-être quelques gitans cachés en Turquie ou je ne sais où. Mais il peut se lire aussi en 3 temps. Donc c'est-à-dire 7-7-6-7, c'est 27 temps, mais divisé de manière assez particulière. Et 27 temps, c'est aussi 3 fois 9 ou 9 fois 3. Et donc je joue là-dessus. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que justement, je trouve que c'est assez essentiel d'apprendre à lire les choses de manière différente. Il n'y a rien de tout à fait figé. Il y a toujours plusieurs lectures à ce qui nous arrive, à ce qui se passe dans la vie. Voilà, et donc c'était cette manière-là que j'avais envie de mettre en musique cette philosophie-là. Voilà, c'était Ibrahim Malouf à voix nue, à midi, dans la grande table. Merci beaucoup à vous. L'album s'appelle 40 mélodies. Merci d'être venu nous en parler.